Bonjour à tous. Aujourd'hui, ActuPeople.net reçoit pour vous une ambassadrice de la paix, Madame Hélène Dandilou, très connue par le truchement de son neveu, de son petit-fils, plutôt, de son petit-fils Didier Arafat aujourd'hui. Nous la recevons en tant qu'ambassadrice de la paix et ce sera l'occasion pour nous de parler avec elle de son parcours en tant qu'agent humanitaire au sein du HCR et surtout aussi pouvoir remonter un peu en arrière sur les causes profondes des crises en Côte d'Ivoire, crises pour lesquelles elle a eu à rencontrer successivement certains présidents ivoiriens. Bonjour Madame Hélène Dandilou. Bonjour, bonjour cher fils. En tout cas, C'est très encore, heureux de te retrouver. Ça faisait très c'est longtemps. encore un grand plaisir de te retrouver. On s'est retrouvés, je crois, il y a quelques années, un ou deux, non, 2 ou 3 années à peu près. C'est une joie pour moi de te retrouver et puis encore infiniment merci. Non, c'est un plaisir de pouvoir toujours échanger avec toi, surtout que là, on va s'abreuver à ton expérience en tant qu'agent humanitaire au niveau du HCR. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours déjà dans ce domaine de l'humanitaire? Merci, merci, merci. Cette question est très, très importante parce que mon intervention, on a beaucoup à dire, donc il faut que je me fasse connaître. Donc, je suis une ex-fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et HCR. J'ai été recruté au HCR en 92. J'ai passé plus de 12 années en qualité de chargé des affaires sociales. Et quelques années plus tard, coordinatrice des affaires sociales. Vous saviez qu'il y a eu, la Côte d'Ivoire a accueilli de nombreux réfugiés en provenance de plusieurs pays. Et à partir de 90, la Côte d'Ivoire a également reçu ou accueilli les réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Et la gestion des réfugiés libériens a été vraiment exceptionnelle. Et ils ont été installés dans les zones d'accueil, une partie de la Côte d'Ivoire, précisément dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Tabou jusqu'à Nigré, Grabo, en tout cas à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et là, nous avons géré plus de 450 000 réfugiés libériens. Et avant, pour me recruter, le HCR il y a des critères de choix. Et parmi les critères de choix a été ceci. Madame Dandy, on a vu votre dossier et tout, vous répondez à nos critères, nous allons vous recruter, mais seulement vous êtes ivoirienne, c'est vrai? Vous devez certainement faire partie d'un parti politique, bien sûr. Oui, vrai ou faux? J'ai dit oui, je suis du PDCI, mais pas vraiment active, mais en tant que citoyenne. Bon, à partir d'aujourd'hui, considérez-vous que vous êtes devenue citoyenne du monde. C'est-à-dire que nous allons vous envoyer sur le terrain, partout où il y a des personnes en détresse, donc victimes de guerre, les réfugiés. Là, nous avons des réfugiés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Votre premier poste sera là-bas. Est-ce que vous êtes capable de trouver des mots justes pour réconforter? Monsieur, c'était le délégué, M. Guintan. J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que vous êtes disponible? Donc, votre mission, c'est de travailler dans l'impartialité et la neutralité en votre qualité de citoyen du monde. S'il y a une guerre quelque part, vous seriez un peu partout. Donc, soyez disponibles. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Voilà. Avant le HCR, vous travaillez pour quelle entreprise ou bien pour quelle institution avant le HCR? Avant le HCR, la question est bonne. D'abord, mon premier poste a été à la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York. OK. Voilà, là, je travaillais pendant 7 ans comme secrétaire à l'ambassade à New York.
Et après 13 années plus tard, certains de mes enfants sont nés là-bas, grandis là-bas, parmi lesquels ma fille Tina, elle avait 2 ans, et puis sa grande sœur, 3 ans et demi. Et mes autres enfants sont nés là-bas. Et bien sûr, après, vous savez, quand on travaille dans une ambassade, hein, il faut, et c'est pas assuré, hein. À n'importe quel moment, on peut vous amener quelque part. Et une fois arrivé maintenant en Côte d'Ivoire, plusieurs années, ben là, mon deuxième travail, je suis rentré au cabinet Arthur Andersen. Là, c'est un cabinet d'expertise comptable. Là, en qualité de secrétaire bilingue, parce que c'est un cabinet américain qui a formé aussi de nombreux cadres, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Achille Patrick et Isis Esmel, même le ministre de la Construction, Koné Nabagné, etc., etc. Il y en a plein. Bouaké Fofana, etc., etc. Donc, j'ai travaillé là. Donc, c'est après ces expériences maintenant que je suis rentré. J'ai été recruté au HCR. Donc, imaginez un peu, HCR, et là, HCR m'envoie sur le terrain. Donc, il fallait que j'apprenne à me à, à m'adapter à la nouvelle situation, nouvelle aventure professionnelle. Donc, cette fois-ci, je suis affecté à Tabou. Imaginez-vous, des États-Unis, New York, et puis après Abidjan, 13 ans, et puis maintenant, on m'envoie en mission sur le terrain pour le compte des réfugiés libériens en qualité de responsable chargé des affaires sociales. Et là, pendant que j'y étais, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, de la Côte d'Ivoire, j'ai été redéployé à la demande spéciale du haut-commissaire, Madame Ogata, à l'époque. Donc, j'ai fait partie de l'équipe d'urgence d'assistance aux réfugiés rwandais et burundais au Zaïre, où mon poste d'affectation était Ouvira. Et d'Ouvira, j'ai pu parcourir les autres zones de Grand Lac, Goma, Bukavu, Kigali, Burundi, bon, voilà, tout le, tout le grand, voilà. Parfait. Et ces expériences, là, j'ai vécu 2 différentes expériences. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les réfugiés libériens avaient été accueillis euh, euh, de manière extraordinaire au sein des populations ivoiriennes. Il n'y a pas eu de camp de réfugiés en Côte d'Ivoire. Et de là, je vais de l'autre côté et je me suis retrouvé à gérer les réfugiés dans les camps. 24 camps avec une population de plus de 460 000 réfugiés rwandais et burundais, imaginez. Et en ma qualité de chargé des affaires sociales, j'ai été au cœur de l'action humanitaire. J'ai reçu des centaines de milliers et des milliers de réfugiés en Afrique, du début jusqu'à la fin. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai suivi aussi le rapatriement volontaire, où j'ai accompagné les réfugiés libériens au Libéria par voie maritime et routière. Donc, ces expériences douloureuses et aussi bien que très riches en informations a créé quelque chose en moi. Pourquoi ces gens souffrent? Comment sont-ils devenus des réfugiés? J'ai posé des questions. La haine ethnique dominait surtout. Mais est-ce qu'il y a eu des actions dans votre pays? Ah non, on n'a jamais entendu parler de prévention des conflits. Je dis, ah d'accord. Bon, c'est une longue histoire. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison que mon engagement pour la paix découle de toutes ces expériences. Et donc, je me présente toujours comme en tant que agent humanitaire et une activiste pour la paix. Et mon retour en Côte, pendant que je parcourais l'Afrique pour aller aider les réfugiés, en même temps, je suivais toutes les crises politiques, sociopolitiques dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je m'inquiétais. Comment
que dois-je faire pour éviter les affres de la guerre à la Côte d'Ivoire, qui représente le phare de l'Afrique? Est-ce que notre pays représente encore ce titre? Donc voilà un peu où est parti mon engagement pour la paix. Et mon arrivée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, avait coïncidé avec de fortes tensions politiques sous le gouvernement du président Henri Konan Bédié. Il y avait des manifestations des partis politiques, les étudiants de la FESI, au moment où Blé Goudé était le secrétaire général. De l'autre côté, le FDR était 24 heures sur 24 heures dans la rue parce que le président, le docteur, oui à l'époque, le docteur Alassane Ouattara était, il y avait eu, je crois, un mandat d'arrêt international contre lui. Et deuxième problème, 4 membres du bureau politique du RDR avaient été arrêtés et incarcérés. Il s'agit donc de Feu Gon Coulibaly, Madame Mariette Diabaté, Zemogo, mon frère Zemogo, et le ministre Ali Coulibaly. Il est actuellement, je crois, conseiller à la présidente de la République. Donc voilà un peu. Et face à cette situation, il fallait immédiatement créer l'ONG VAFAG pour réaliser, parce que ce que j'ai vécu dans les camps des réfugiés rwandais et burundais, il fallait faire quelque chose. J'arrive en Côte d'Ivoire, la situation socio-politique était marquée par de vilains sentiments de xénophobie, de la haine ethnique, de l'extrémisme et du fanatisme, du mépris des uns et des autres. Je dis, mon Dieu, ce que j'ai vécu ailleurs ne doit pas arriver ici. Et voilà comment j'ai crié. Et un point important, je n'ai pas été renvoyé du HCR. Il fut un moment donné où le HCR connaissait des difficultés financières. Donc, certains postes devraient être supprimés. C'est ainsi que mon poste chargé du département social avait été supprimé. Mais avec l'expérience que j'ai eue, j'avais la possibilité de me faire affecter ailleurs. Mais je me suis dit, ben, si je me fais affecter ailleurs et qu'il arrivait quelque chose dans notre pays, je me sentirais coupable. Il fallait crier. Donc, malgré l'insistance de mes patrons, j'ai décidé, comme les autres, de partir. C'est ainsi que j'ai créé VAFAG. Et aussitôt, on s'est mis au travail. On voilà un peu. Donc, je suis apolitique. Donc, Ok. VAFAG, notre philosophie de travail se repose sur l'impartialité et la neutralité. Et nous faisons notre travail dans la confidentialité. Et nos travaux sont basés sur les graves conséquences des dérives politiques ou des dérives de la société. Lorsque rien ne va, la paix est menacée, nous sommes obligés de réagir. Et c'est pour cette raison que, encore une fois, tu es mon fils, c'est vrai, mais je tiens à te remercier de me donner cette occasion de m'exprimer parce que la situation actuelle, vraiment, est effrayante. Ça me fait penser à ce que nous avons vécu en 1999. Oui, j'étais dans la foule, mon équipe et moi, à rencontrer les jeunes militaires, les militants du RRDA à l'époque. Nous avons eu plusieurs réunions avec les mouvements, les différents militants des partis politiques. Et les partis politiques, ma sœur, notre président du Sénat, Kandia Camara, nous nous connaissons depuis 1999 sur le terrain. J'ai tenu plusieurs réunions.
Et nos actions de prévention des conflits et de paix avaient retenu l'attention même de la télévision ivoirienne, TV2, à l'époque gérée par mon fils Lantiné Fofana, que je salue par ailleurs, et puis Carmel. Nous avons, et il y a eu plusieurs activités, même une émission spéciale pour attirer l'attention des populations ivoiriennes, moi, femme, et puis d'autres émissions. Donc voilà un peu en clair ce que nous avons pu faire et rencontrer dans ce même cadre. Immédiatement, il fallait rencontrer les autorités, les hautes autorités du pays pour attirer leur attention sur les graves conséquences des querelles politiques qui les opposaient. Donc, premièrement, nous avons rencontré le président Ricona Bédié à l'époque pour attirer son attention. Et bon, je parlerai du contenu plus tard. Et puis, nous avons rencontré aussi le général Robert Gueye. Nous avons rencontré le président du FPI 2 mois avant les élections en 2000, le président Gbagbo. Et par la suite aussi, nous avons rencontré notre actuel président, le président Alassane Ouattara, aussi pour partager avec ces hautes personnalités nos préoccupations majeures. Et j'ai mis un accent particulier en les invitant à m'écouter. Si vous m'écoutez, nous pouvons sauver la Côte d'Ivoire à temps. Mais si vous refusez de m'écouter, j'ai bien peur. Car à court, à moyen et à long terme, la Côte d'Ivoire ira très mal. Je vous assure que ça n'a pas été facile, hein. Ce sont des périodes assez difficiles, où c'était au risque de ma vie. En clair, j'ai sacrifié ma carrière humanitaire pour la paix en Côte d'Ivoire. Certaines autorités m'ont demandé, mais pourquoi vous faites cela? Ne voyez pas que vous risquez votre vie? Et j'ai répondu à ces personnalités que ma vie à moi, en tant que Gandhi, Lou Amané Hélène, ne vaut rien. La vie de centaines de milliers des Ivoiriens qui vont mourir était plus important pour moi. Si vous permettez, vu que là, je vous ai écouté vraiment religieusement par rapport à tout ce que vous avez pu faire, dans votre récit tout à l'heure, vous avez dit la situation actuelle en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait que vous décidez de rompre ce silence-là et de parler. Selon vous aujourd'hui, quelles sont les actions que vous pouvez mener et quelles sont les actions que vous comptez mener pour, on va dire, prévenir une crise éventuelle qui pourrait surgir en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, je suis parce que la situation actuelle qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire m'effraie. Je suis effrayé parce que ça me fait penser à ce que nous avons vécu en 1999. Je sais qu'il y a, il y a encore des gens ceux qui ont suivi mon parcours. Oui, au temps de Bédié, les élèves, il y avait eu manifestation des élèves, des enseignants, des élèves du primaire qui étaient installés à la présidence. Et lorsque nous avons rencontré le président de la République, Henri Konan Bédié, et je lui ai dit ceci, Monsieur le Président, voyez-vous, parmi les manifestants figurent les enfants tout petits qui peuvent être vos petits arrière-petits-enfants. À la présidence, cela représente un mauvais présage. Il m'a dit, oh oui, madame, ce sont des enfants, on leur a offert du pain et puis de la sardine, c'est fini. J'ai dit, non, Monsieur le Président, c'est pas fini. Et dernièrement, quand j'ai vu encore la manifestation des enseignants, des élèves dans la rue, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore? Mais est-ce que vous avez justement, excusez-moi, lorsque vous avez vu cette scène, est-ce que vous êtes rentré en contact avec les gouvernants actuels? Non. Et c'est pour cette raison que je vais lancer cet appel. Hein? Cette interview, c'est par rapport à ça. Et puis, deuxièmement,
très important, c'est par rapport à l'exclusion. L'exclusion, parce que lorsque le général Robert Guéhi avait décidé d'exclure Vafag, nous avons mené des actions de grande envergure. C'est le même climat qui règne, ce qui a régné, le même climat négatif qui a régné par le passé. C'est les mêmes choses. Le climat social est marqué par des vilains sentiments, des injures, du mépris de l'autre entre les politiciens et de la haine ethnique, de la xénophobie, le fanatisme, de l'extrémisme. Les différents camps se préparent. L'autre dit, ah oui, préparez-vous, préparez vos lesquels. Et puis, très bientôt, soyez prêts. De l'autre côté, d'autres disent, ah oui, préparez vos machettes, préparez telle ou telle chose, multipliez. Cette fois-ci, nous allons multiplier le Gbakavé. Quand on parle de Gbakavé, c'est un sale souvenir, ça. C'est le temps de Gbakavé où il y a eu où la tête du jeune homme a été décapité. Ça, est-ce que c'est ce que nous allons revivre? Et en 2010, mais de manière concrète, oui. De manière concrète, c'est vrai que là, l'atmosphère, elle est délétère. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment, on va dire, prévenir une certaine crise à venir, selon vous? De manière concrète. D'abord, mon dernier passage en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué encore qu'il y a trop de conflits, trop de poches de conflits latents. C'est-à-dire qu'à chaque élection, il y a toujours des drames qui laissent des traces. Il y a des morts marqués par des morts, des blessures. Et une fois après les élections, les gens on ne s'en occupe plus. Si bien qu'à la moindre des choses, il y a des éclatements de part et d'autre, des conflits communautaires. Mon dernier passage, j'ai eu à intervenir dans certains conflits communautaires dans les zones rurales. Et il y a beaucoup à faire. De manière concrète, c'est ça je vous dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait cette crise? Qu'est-ce qu'on doit faire de manière concrète? Bon, et je pense que c'est pour cette raison-là que nous sommes en train, que j'ai décidé de sortir, de parler, de partager l'expérience que j'ai eue avec le général Robert Guéhi. Quand il avait décidé d'exclure d'autres leaders politiques, il fallait agir. Et au sein de l'équipe Vafag à l'époque, il y avait un roi, le roi Nana Montoku, paix en son âme. C'est un monsieur que je ne connaissais pas. Il me voyait tout simplement parler de paix un peu partout à travers des conférences à la télévision, à travers des émissions. Et il a cherché à me rencontrer. Il m'a dit, ma fille, je suis venu me présenter à toi et je veux faire partie de ton organisation de paix. Je veux être conseiller. J'ai dit, bravo. Et voilà, ça ne va pas. Je dis, ben, vous faites bien, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ça ne va pas et le pays va mal. Je parle aux gens, je ne suis pas écouté. Parfois, les gens me disent, oh, ben, Madame Dandy, c'est bien, vous nous parlez de paix, mais vous êtes une alarmiste. Il n'y aura rien ici en Côte d'Ivoire. Bref. Et le roi me dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit au roi, pareil, comme la question que tu es en train de me poser, et j'ai dit, on doit rencontrer le général Robert Guéhi pour lui dire, quand il a pris le pouvoir par les armes, il nous a dit qu'il était venu pour organiser les élections. C'est-à-dire balayer la maison, organiser. Et là, il nous surprend maintenant. Il veut se présenter pour l'an 2000. Bon, ce n'est pas sa candidature qui me gêne, qui m'effraie, mais vouloir exclure, ce n'est pas bon. Donc, on doit le rencontrer. Et le roi Nana Montoku me dit ceci. Vraiment, ma fille, je suis entièrement d'accord avec toi, mais puisque c'est une doléance de haute portée, on ne peut pas aller le voir avec les mains vides. J'ai dit, mais Nana, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, moi, je suis de la tradition.
je propose qu'on puisse prévoir un bœuf, un mouton, plus un chapeau royal. C'est pour aller nous incliner devant lui. J'ai dit, Nana, il n'y a pas de souci. Mieux vaut qu'on puisse entreprendre. Effectivement, je suis rentré en contact avec des personnes, des connaissances, et nous avons été reçus. Nous avons acheté un bœuf, un mouton, et le roi a prévu un chapeau. Nous sommes allés rencontrer le général Robert Gueye. Il nous a reçus à la primature. Les animaux nous ont suivis dans une bâchée, parqués dans la cour. Il nous a reçus. Le roi a donné les nouvelles, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Il m'a dit, Madame, femme de paix, que dis-tu? Je dis, Monsieur, pardon, mon général, je suis venu me mettre à genoux devant vous pour plaidoyer la paix au nom du peuple de Côte d'Ivoire, au nom des femmes et des enfants ivoiriens. Je ne veux plus qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Je n'en veux pas. Et j'ai partagé avec lui mes expériences auprès des réfugiés libériens, rwandais et burundais avec des photos à l'appui. Je dis, mon général, voudriez-vous voir des Ivoiriens aller dans des camps de réfugiés? Ou alors vous m'écoutez? Ce que nous ne vous présentez pas pour sauver la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, vous pouvez vous présenter, mais l'exclusion, exclut qui? Le président Henri Konan Bédié qui vient d'être victime d'un coup d'État. Il est frustré. Et le président du RDL, le docteur Alassane Ouattara, qui a vécu aussi, qui a été brimé, vécu des situations difficiles. S'il est exclu, ces deux éléments, vous créez là un danger à l'horizon de la Côte d'Ivoire, mon général. Donc, je suis venu m'incliner devant vous, au nom de la paix. Vous me parlez d'Houphouët-Boigny, et aussi en mémoire du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Si vous permettez, est-ce que vous êtes prête à reprendre, à faire de telles missions aujourd'hui auprès du président Alassane Ouattara, parce qu'on voit que c'est la même situation. Je suis prête. Je suis prête. Puisque s'il faut aller le rencontrer, lui offrir 2, 3, 5 moutons, pardon, bœufs, 5 bœufs, je suis prête. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est dans 6 mois. Est-ce que le temps n'est pas court là? Parce que est-ce que vous entamez, ce sera, si vous devez le voir, ce sera dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sera à je pense qu'il m'écoute. Il reçoit mon message, je suis prête. Je me mets à la disposition de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai que là, vous passez le message à travers le canal d'une interview. Le canal. Est-ce que vous avez formulé une demande formelle auprès de la République ivoirienne pour pouvoir rencontrer le président dans ce sens? BAFAG est en train de se préparer. Okay. Mon équipe sur place. Nous avons déjà un courrier qui est, voilà, qu'on est en train de préparer. Vous avez parlé tout à l'heure à mon chargé de communication et le coordinateur de l'ONG BAFAG, Vision et Action des femmes africaines contre les guerres. Partout où je me trouve, lorsque la paix est menacée, je me dois de réagir. Aussi, conformément à la résolution 1325-2000 du Conseil de sécurité de l'ONU, j'ai ce pouvoir d'agir pour réclamer la paix. Et je fais aussi partie des 1000 femmes nominées pour le prix Nobel de la paix. J'ai beaucoup travaillé pour la paix en Côte d'Ivoire, mes mérites n'ont pas été reconnus. Mais l'extérieur a reconnu mes mérites pour preuve. Je suis une ambassadrice pour la paix. Et j'ai été aussi la première coordinatrice et conseillère sous-régionale de WANEP. Sous-régionale, Accra. Parfait. Outre vos mérites, le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez parlé avec le président Gueye en son temps, vous avez dit,
Vous n'avez pas été écouté malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'encore en 2025, vous serez écouté par les hommes politiques? Est-ce que vous pensez? Ben, ces autorités me doivent la paix. Permettez-moi de terminer la mission quand on est allé voir le général, le Robert Guéhi. Alors, quand on lui a fait on a présenté notre doléance avec insistance, et je lui ai dit ceci: mon général, je suis venu vous réclamer la paix et je me suis mise à genoux devant vous et avec à l'appui des dons de grande valeur. Il dit: ah bon, qu'est-ce que vous m'avez envoyé alors? J'ai dit: je vous ai envoyé un bœuf, un mouton et un chapeau royal. Et le roi Nana Amontoku, qui était avec moi, a déposé le chapeau royal sur la table. Il a pris le chapeau, il a regardé, il dit: mon Dieu, c'est beau ça. Et du coup, il s'est levé, il dit: bon, est-ce que je peux voir les animaux? Je lui ai dit: oui, mon général. Et puis ensemble, nous sommes sortis devant et la bâchée était là. Ce que j'ai dit, il y a un témoin, j'ai dit: voici les animaux. Le bœuf, c'est pour vous demander la paix. Évitez d'exclure que le docteur Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié soient sur la liste des candidatures. Vous acceptez nos présents? Il m'a dit: oui, madame la paix. Voilà, c'est comme ça qu'il m'avait appelé. Et aussitôt, il a appelé le colonel Gueux Michel. Viens ici, et le colonel Gueux Michel est venu. Il lui a dit: bon, transporte ces animaux qu'on vient de m'offrir à mon domicile. Donc, j'ai un témoin là. Et quelle fut notre grande surprise? Quand on est revenu, le général Robert Guéhi a pris le chapeau et il est rentré quelque part. Le roi et moi, nous sommes restés attendre, espérant qu'il va revenir pour qu'on puisse conclure. Et alors, quelle fut notre grande surprise? Le général, il y a un militaire qui est rentré et puis il a dit: ben, Nana, et ma chère dame, qui vous attendez? Puis j'ai répondu, j'ai dit: ben, nous étions en communication, en entretien avec le général, donc il s'est levé là, donc on attend. Et il nous a dit: ben, écoutez, le général Robert Guéhi a terminé avec vous. Il est parti, hein, donc et il est parti, il a eu une autre réunion quelque part. Comment peut-il faire cela? Et c'est ainsi que nous sommes rentrés chez nous. Et je vous disais, voilà, c'est ainsi qu'on est rentré. Et je te disais que j'ai rencontré le général Robert Guéhi à 3 reprises. Hein. Et la deuxième rencontre, là, cette fois-ci, c'est après l'élection. Et quand il est rentré chez lui, dans son village natal. Et là, peu de temps après, à ce moment, c'est le président Gbagbo qui était au pouvoir maintenant. Il fut un moment donné où la Côte d'Ivoire était menacée. Vraiment, le pouvoir FPI était agité parce que parce que le général Robert Guéhi aurait recruté des Libériens pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour se venger. Les chars étaient partout dans tous les carrefours. Alors là encore, je dis non, il faut faire quelque chose. Le général Robert Guéhi ne peut pas faire ça. Je n'ai rien dit à personne. Là, la tension était très forte. Personne ne pouvait parler du général Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. Tu le prononces, on te fait arrêter. Je n'ai rien dit. Un beau matin, j'ai pris un sac et puis je suis allé à la gare routière d'Adjamé. J'ai pris un car vers les 16h ou 15h par là en direction de Mans. Tu sais où je me rendais? Je vais aller rencontrer Guéhi Robert dans son village pour lui demander pourquoi il veut attaquer la Côte d'Ivoire. Personne ne savait où je partais. Et c'est dans le cas que j'ai rencontré une petite fille de 12 ans. Où tu vas, ma fille? Elle dit: je vais à Mans, Guessesso, et puis voilà. Je dis: ah bon, tu vas à Guessesso? Moi aussi, je vais à Guessesso. Tu connais le général Robert Guéhi? Il dit: oui, oui, c'est mon oncle. C'est mon grand-père. Mon grand-père est son oncle. Et c'est mon grand-père qui reçoit toutes les personnes qui vont le voir. J'ai dit: ok. Donc, c'est cet enfant qui était la seule à savoir où j'allais. Donc,
Bref, pour raccourcir, je suis arrivé à Goué ce soir à 1 h du matin. Et avec l'aide de la petite, on est rentré chez son oncle. Voilà, son grand-père, qui était l'oncle du général. Et je lui ai donné la nouvelle. Je suis Gouro. Je me trouve dans la zone de Yacouba, donc imagine. Et il m'a reçu, il m'a dit, ben, écoutez, autrefois je le faisais, mais ces temps-ci, le général est tellement menacé au point où je ne maîtrise plus, il faut s'adresser. Il m'a indiqué où se trouvait le général. Et là, ces militaires étaient là. Il était déjà après 1 h du matin maintenant. Et là, j'arrive là, ils ont vu. J'ai dit, ben, je vous salue, je vous salue. Il avait 21 gars de corps. Et tous, avec le fusil, l'arme au nez, ben, ils m'ont entouré, les mains en air, mes 2 mains en air. J'ai dit, je suis là au nom de la paix, je veux rencontrer le général Robert Gueye. Mais pourquoi à cette heure-ci? Je dis, mais c'est très urgent, c'est très urgent. Ah non, le général ne peut pas vous recevoir, j'étais épuisé. J'ai dit, ben, puisque vous êtes combien ici? Nous sommes 21. Alors, je me suis assise sur leur lit, j'étais dehors. J'ai dit, dans ce cas, je me joins à vous pour veiller à la sécurité du général Robert Gueye. Il doit me recevoir cette nuit ou demain matin. Et c'est alors que Fabien, son garde rapproché, entendait des personnes parler. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah non, non, mais c'est une dame là qui vient d'arriver. Elle veut rencontrer le général, le chef Roméo. C'est comme ça que les gars l'appelaient, Roméo. Puis immédiatement, Fabien est venu. Là, il dit, bon, ben c'est... Madame, qui êtes-vous? Je me suis présenté. Fabien dit, ah oui, oui, c'est la dame qui parle de paix à la télévision, là. Ouh là là, baissez les fusils. Laissez-la, laissez-la. Et les gars ont baissé leurs fusils. Et Fabien, maintenant, me dit, bon, maman, attendez, je vais voir le général. Heureusement qu'il ne dort pas. Le général Robert Gueye était encore assis dans son salon. Et quelques minutes plus tard, il est venu me dire, maman, le général vous reçoit. Il était déjà près vers 2 h, vers 2 h du matin. Le général me regarde dans les yeux et il ne dit rien. Et puis je lui dis, mon général, souvenez-vous de ce visage. Il dit, on dirait que je connais. Je dis, mais souvenez-vous du bœuf et le mouton et le chapeau royal. Il a baissé la tête. J'ai dit, je vous avais dit non. Veuillez m'écouter. Si vous refusez de m'écouter, vous risquerez de vous mettre à risque et aussi mettre la Côte d'Ivoire à risque. Ne vous ai-je pas dit? Le général Robert Gueye a pleuré dans mes bras en me disant ceci. Tu es Yacouba, je suis Yacouba, tu es Gouro. À cette heure-ci, il est quelle heure venir me voir? Qui t'a envoyé ici? C'est Gbagbo qui t'a envoyé? J'ai dit non. Je suis là au nom de la paix. Je suis là au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis là au nom des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Vous ne m'avez pas écouté la dernière fois. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez m'écouter. C'est ce que j'ai dit au général Robert Gueye. Séchez vos larmes. Il m'a dit maintenant, je te demande pardon. J'aurais pu t'écouter. J'ai dit, ouais, c'est tard. Ben, on a échangé encore chaudement et il m'a dit ceci. Bon, madame, comme il est un peu tard, je suis fatigué, je sais que vous êtes aussi fatigué, rentrez chez vous et puis on se retrouve demain matin. Et je lui ai dit, mon général, je n'ai aucune attache ici. Je suis là parce que en ville là-bas, il ressort que tu veux aller te venger sur Gbagbo et que tu aurais recruté des Libériens entraînés et tout pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les chars, la Côte d'Ivoire est en guerre. Je suis venu encore ici me mettre à genoux. Est-ce vrai? Il m'a regardé et dit, bon, demain matin, je vous donne la suite. J'ai dit, je n'ai aucune attache ici. Vous êtes libre de me tuer comme me laisser en vie. Il a dit, mais comment tu es arrivé ici? Et je lui ai donné mon itinéraire, comment le sacrifice que j'ai fait. Il dit, mais au risque de ta vie pour la paix seulement? Je dis oui.
Ma vie à moi seul n'est rien par rapport aux centaines de milliers d'Ivoiriens qui vont mourir par ta faute et par la faute de Gbagbo, par la faute de vous tous. Je suis venu réclamer encore la paix pour la deuxième fois, mon général. C'est ainsi qu'il a demandé à Fabien, appelle Biancouma, qu'on apprête une chambre et accompagner-la. J'ai été donc escorté de Gouessesso, pam, pam, pam. En tout cas, j'ai joué, je me suis senti comme la première dame Thérèse Houphouët-Boigny. Avec les militaires, ils m'ont déposé à Gouessesso. Je me trouvais en compagnie de la communauté Yakuba. J'ai été très bien accueilli. On a échangé et tout. Et le lendemain, à 9h, ils sont allés me chercher. Et là, je suis retourné à Gouessesso. Et le président, le général et moi, nous avons échangé encore. Il m'a dit, venir me voir à l'insu de tous, c'est Dieu qui vous a envoyé. Parce que ce Dieu-là veut sauver le gouvernement du président Gbagbo. Il dit, mais le président Gbagbo, son gouvernement est en danger. Il y a une rébellion qui se prépare contre son gouvernement. Donc moi, je veux le sauver. Parce que je ne veux pas qu'il... Je dis, mais comment le saviez-vous? Il dit, ben, les gens sont venus me voir. Parce que parmi eux, il n'y a pas de gradé. Ils avaient besoin d'un gradé. Et sachant que j'étais en conflit avec Gbagbo, pour eux, je représentais la personne la mieux indiquée. Il faut tout faire. Tu es une femme. Tu es La caméra. Ouais. Fais tout pour rencontrer Gbagbo et puis arrange-toi un petit coin quelque part, anonyme, pour qu'on se retrouve, pour que je lui donne toutes les informations. Tu dois lui dire que toutes les personnes qui étaient avec moi, qui m'ont trahi et trompé, qui se sont mis avec lui, vont le trahir également. Et ils sont à la base de tout ce qui se passe. Mais ils ont mis en jeu un plan pour détourner, n'est-ce pas, l'attention de Gbagbo face aux réalités, en prétendant que, en lui faisant croire que moi, Gueye, je veux déclarer une guerre contre lui. Et ainsi, il déclare Gueye, Gbagbo, il sera concentré sur moi pendant que eux, ils se préparent contre son gouvernement. Donc, je veux le rencontrer pour l'informer, afin que nous puissions prendre des dispositions pour arrêter, pour empêcher la rébellion le plus rapidement possible. C'est une longue histoire, mon fils. C'est une longue histoire. Bref, et après cette mission, très risquée, je retourne en Côte d'Ivoire. Pardon, Abidjan. Alors, j'arrive à Abidjan et parmi les gardes rapprochés du président Gbagbo, je connaissais quelqu'un. J'ai appelé cette personne en même temps la nuit, vers 4h du matin. Il dit, mais c'est pas vrai. Nous autres, nous cherchons, le président Gbagbo veut qu'on rentre en contact avec Gueye Robert, on n'arrive pas, on ne sait même pas comment. Et puis toi, tu y es arrivé là-bas. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, ben, je viens d'arriver. Donc, très tôt, je me suis rendu à la présidente de la République pour rencontrer ce dernier. Je lui ai fait le point. Je lui ai présenté les factures et tout ça, mon billet de ticket et tout. Et puis, puisque quand je suis arrivé à Biancouma, la nuit, j'ai dû prendre, j'ai pris un taxi brousse. Hein. J'ai loué un taxi brousse. La facture et tout, quand je lui ai présenté, et il a cru. Et je dis, c'est très urgent, je dois rencontrer le président Gbagbo. Là encore, vraiment, je me suis rendu compte que tout ce que le général Robert Gueye m'avait dit, que l'entourage de Gbagbo était pollué, c'était vrai. Les gens m'ont empêché de rencontrer le président Gbagbo pour lui donner l'information. Donc voilà un peu. Et troisième rencontre, c'était lorsque le président Gbagbo avait initié le forum de la réconciliation. Et le général Robert Gueye devrait être là. Le général Robert Gueye a refusé parce qu'il craignait pour sa sécurité. Il craignait pour sa sécurité. Donc, il ne voulait pas partir. Et encore, le roi Nana Amontoku et moi, on dit non, 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 non.
il doit se rendre là, il doit contribuer. Et encore, nous sommes allés à rencontrer encore le général Robert Gueye. Si on n'avait pas effectué cette mission, le général Robert Gueye n'allait pas venir. Pour preuve, je crois qu'il y avait deux de ces éléments qui étaient arrivés à Abidjan. Ces derniers avaient été arrêtés immédiatement. Dès que nous avons été informés, nous avons réagi immédiatement pour qu'ils soient libérés. On a adressé un courrier à la présidence. Et Dieu merci, notre message a été suivi. Et ils ont été libérés. Donc, notre voyage, notre mission, troisième mission, auprès de Gueye à Gouetsesso, a permis l'arrivée du général Robert Gueye pour qu'il participe. Bien sûr, le général Robert Gueye nous avait donné ses conditions. Et quand on est rentré de cette mission, nous avons adressé un courrier au cabinet, au secrétariat du président, les propositions quant à l'importance capitale de la sécurité du général Robert Gueye et ses gardes-corps. Donc voilà un peu des missions à risque que nous avons effectuées. Donc moi, Dandilou, tant que je serai en vie, Gueye Robert et Kona Bédié sont partis, mais le président Ouattara est là et Gbagbo est là. Les deux sont encore en compétition, les mêmes guerres. Les deux, à ces deux hautes personnalités, je réclame la paix. Parfait. Et bien que tout ce que j'ai eu à faire, c'est avec mes propres fonds. Ça dit que moi, lorsque je suis engagé quelque part, c'est l'amour qui domine. J'ai fait tout. Tous mes actes sont basés sur l'amour. Qu'est-ce que je dois faire pour empêcher le mal? Et c'est ce que j'ai fait pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Ok, donc on va conclure rapidement parce que là, vous avez bien expliqué un peu toutes les missions que vous avez faites auprès du président, du général Robert Gueye. Et c'était pour prévenir, en tout cas, une crise qui allait forcément et qui malheureusement a éclaté. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Est-ce que vous avez un message très fort à faire passer justement pour qu'on puisse éviter une crise en 2025? Ce sera la dernière question pour mettre fin à cet entretien, ou en tout cas, vous avez eu le temps vraiment de donner un peu plus en large votre vision et vos différentes missions que vous avez menées par rapport à la paix en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez un message très fort à faire passer, oui, en 2025, on sent qu'il y a une crise qui, malheureusement, n'est pas loin de pouvoir éclater. Oui, cette crise inquiète tout le monde, plus particulièrement moi. Il faut dire que Dieu, notre Créateur, est parfait. Ses œuvres sont parfaites, mais l'être humain n'est pas parfait. Et nous sommes faits pour commettre des erreurs. Et les erreurs dans nos vies sont très, très importantes. Mais le plus important, il faut en tirer des leçons. Les actes que nous avons posés hier, qui nous ont créé des problèmes, il faut réfléchir et puis dire encore non. Il y a eu plusieurs crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Chaque crise a laissé des traces indélébiles, des blessures inguérissables. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Et encore cette fois-ci, ces crises ont été amplifiées par l'élection 2000 avec l'exclusion. Ce sont les conséquences de cette situation qui a créé tant de frustrations qui ont abouti, donc qui ont engendré ce que nous vivons. Donc, je supplie, je me mets à genoux devant le président de la République, notre président, Alassane Ouattara. Il est le père de la nation. Son rôle premier, c'est de protéger, c'est de sécuriser le peuple de Côte d'Ivoire. Je me mets à genoux devant lui, comme j'en ai fait au général Robert Gueye, pour dire que la politique d'exclusion, il doit l'éviter. Il peut se présenter, mais qu'il permette à ce que tous les autres se présentent. À défaut, la Côte d'Ivoire ira mal. Ses prédécesseurs ont contribué au développement, mais lui,
quand il est arrivé, il a développé, il a travaillé, il a laissé des traces qui parleront de lui. Mais la guerre détruit tout. Nous avons aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Allons voir un peu à l'Ukraine des images. J'ai visité le Rwanda après la guerre, j'ai visité le Libéria. Tout est détruit. Israël et la Palestine, prenez les images. Toutes ces réalisations seront détruites. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Donc, je me mets à genoux. Et s'il faut lui offrir aussi des bœufs et des moutons, je vais m'endetter pour venir en Côte d'Ivoire, lui donner ça. Qu'il pense aux femmes et aux enfants qui ont été violés. Dans la crise en Côte d'Ivoire, il y a une petite fille de 8 ans qui a été violée par 10 hommes armés. La famille existe. Les 2 présidents pour une Côte d'Ivoire, que cela ne se répète pas. Et c'est peut-être la raison, j'étais tellement écœuré, j'ai écrit un livre. Une république de présidents. On ne doit plus voir ça. Il est un grand homme. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il doit préserver ses acquis. Parfait. Donc, je le supplie. Ce n'est pas à lui seul. Je demande aussi aux militants, à tous les militants des différents partis politiques, vraiment de se calmer parce que la paix est un bien commun. Quelles que soient nos divergences d'idées, nous avons une seule chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous responsables de toutes les crises qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Et je m'adresse aussi au président du Papassi, le président Laurent Gbagbo, que j'ai eu à rencontrer aussi. On en parlera plus tard. C'est vrai, il a vécu aussi, il a fait partie des acteurs de la guerre, mais il a subi aussi les conséquences de cette guerre, y compris sa mère. Et une information inédite, hein, parmi nos réfugiés libériens dans les zones d'accueil, il y avait la mère du président Samuel Doe. La mère du président Samuel Doe a fait partie de nos réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Et cette même bêtise humaine s'est répétée encore dans le monde. Pour la deuxième fois, la mère du président Laurent Gbagbo a fait partie des victimes des guerres au Ghana. Quel effet cela nous fait? Plus jamais 2, 3 présidents de la République pour une seule Côte d'Ivoire. Moi, je dirais plus jamais exclusion d'autres candidats dans une élection en Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de dire, plus jamais j'apprenais dans d'autres pays qu'il y avait de l'exclusion pendant les élections, j'interviendrai là-bas. Donc, je supplie pour tout le respect et que j'ai pour notre président de la République. Quand je l'avais rencontré, il m'appelait affectueusement ma sœur. C'est comme ça qu'il m'appelle ma sœur. Au nom de la paix, Monsieur le Président, évitez l'exclusion. Au nom des femmes et des enfants ivoiriens qui ont été violés pendant ces périodes de crise, je vous supplie, évitez l'exclusion. Au nom de cette petite fille de 8 ans qui a été violée par 10 hommes armés, mon président, je vous supplie, la paix n'a pas de prix. Moi, j'ai payé la paix. J'ai sacrifié ma carrière humanitaire. Bon, j'ai payé la paix. J'ai offert un mouton, un bœuf, un chapeau royal au général Robert Guéhi. Et je vous supplie, évitez la politique d'exclusion. Ok. J'espère que je pense que là, le message va passer. J'espère que le message va passer. Je vous remercie tous.
Et ce message, c'est en mémoire de toutes les victimes de guerre en Afrique, et plus particulièrement de toutes les victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Pensez aux femmes. Et mon engagement pour la paix, Madame Dominique Ouattara, votre épouse, est aussi mon témoin. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore première dame. Elle a vu mes actions, elle a demandé dans son entourage, mais qui est cette dame? Je veux la rencontrer. Et c'est ma sœur Kaba Fofana qui est allée m'informer que Madame Ouattara veut te rencontrer, Hélène. Je dis en bon, elle dit, ben, elle a une admiration folle pour vous, pour toi, à cause de ce que tu fais pour la paix dans notre pays. C'est ainsi que j'ai rencontré la première dame, Madame Dominique Ouattara. Elle m'a félicité. Ma sœur, je vous soutiens. Ma sœur, je suis avec vous. En ce moment, elle n'était pas encore première dame. Hein? Et elle m'a remis une enveloppe de 1 million de francs. C'est mon soutien. C'est ma contribution. Et je veux faire partie de ton organisation. Voilà ce que cette dame m'a dit. Même mon dernier passage en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, nous sommes en train de préparer des choses. Et je me tiens, pour terminer, je me tiens à la disposition de la Côte d'Ivoire. Vous m'écoutez, faites-moi appel, je viendrai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Le peu de temps qui me reste à vivre, ce que je dois faire pour mon pays, je le ferai. Et vous me devez la paix, vous, le président Alassane Ouattara, et vous, le président Gbagbo Laurent, et tous les leaders politiques de l'opposition, vous me devez tous la paix. Je me suis déplacé physiquement, moralement et financièrement. Je réclame la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le message va passer. Merci à vous d'avoir accepté, en tout cas, de faire cette contribution pour prévenir d'une éventuelle crise en Côte d'Ivoire. Et comme je dis tantôt, j'espère que le message va passer. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tous ceux qui vont suivre aussi ce message pourront le relayer. Et à très bientôt pour une autre intervention sur afriquepeople.net. Merci beaucoup. Merci vraiment.